Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de votre émission dédiée à l'innovation, la créativité, le digital, la science, la technologie, la révolution et surtout l'innovation. Le sommaire, c'est tout de suite. Face au chômage des jeunes au Mali, une activité encore crainte commence à prendre de l'essor, le trading. Entre graphiques et billets de banque, beaucoup de jeunes vantent le mérite du forex et des crypto-monnaies. Par contre, le trading est une réalité économique ou une nouvelle arnaque numérique? On s'intéresse au sujet. Digitaliser les consultations médicales pour rapprocher les populations rurales du système de santé, c'est le leitmotiv de Keneakura, une plateforme de télémédecine et de médecine numérique qui permet aux utilisateurs de prendre rendez-vous avec un médecin, d'échanger par visioconférence et même de recevoir des prescriptions digitales. Dans un contexte économique marqué par le chômage massif des jeunes, la précarité et l'essor du numérique, le trading en ligne se positionne petit à petit au Mali comme une alternative séduisante, promettant des gains rapides et une liberté financière sans précédent. Cette pratique attire de plus en plus de jeunes Maliens en quête d'indépendance. Mais derrière l'engouement, les inquiétudes grandissent, formations douteuses, promesses irréalistes, pertes financières massives, le trading est une réelle opportunité économique pour le pays ou une nouvelle forme d'arnaque digitale. À la croisée des espoirs individuels et des risques collectifs, cette enquête explore les réalités du trading au Mali. Dans un pays où le taux de chômage des jeunes reste préoccupant, une activité encore crainte pointe le bout de sa tête, le trading. Perçu par certains jeunes du pays comme une alternative de plus en plus populaire. Sur les réseaux sociaux, quelques-uns de ces jeunes maliens exhibent captures d'écran, graphiques et billets de banque, vantant les mérites du forex et des crypto-monnaies. Mais derrière cette vitrine numérique séduisante se pose une question cruciale. Le trading est-il une opportunité économique sérieuse ou bien une arnaque bien déguisée? Alors, le trading, c'est tout à fait un travail, puisque aux États-Unis, on a la New York Stock Exchange, qui est une grande bourse américaine. Il y a également la bourse de l'Angleterre, la bourse du Japon. Voilà, donc on suit les sessions et on essaie de prendre position sur ces sessions-là. Il y a beaucoup aussi qui ont créé toutes sortes de systèmes d'arnaque. Ils te proposent des robots de trading, ils te proposent des petites formations. Ils t'envoient des signaux, parfois ce sont des signaux fake. Ils te disent acheter ici, vendre ici. À chaque fois, le marché se retourne contre toi. Tu ne sais pas pourquoi ça a fait ceci, pourquoi ça a fait cela. Le trading désigne l'achat et la vente d'actifs financiers, tout ce qui est devises, actions, matières premières, crypto-monnaies et bien d'autres, dans le but de générer des profits à court terme. L'un des marchés les plus populaires est le Forex, Foreign Exchange pour les plus initiés, où les traders spéculent sur les variations de taux de change entre les monnaies. Le fonctionnement repose sur l'analyse des marchés, analyse technique ou fondamentale, une bonne gestion des risques et souvent une forte dose d'émotion. En d'autres termes, ce n'est ni du hasard ni un jeu, mais une activité spéculative à haut risque. C'est la gestion des risques. Vous prenez le taux du dollar. Évidemment, par rapport à l'euro, quand on a créé l'euro en 2000, la parité était la même. Un dollar était équivalent à peu près à 1 euro. Mais aujourd'hui, le dollar, 1 euro équivaut à peu près 1,15 $. Donc c'est sur ça que les courtiers et les traders, qu'ils soient institutionnels ou privés, parient sur ça. Quelle monnaie va augmenter, quelle monnaie va baisser. Et si vous anticipez, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Si vous avez, mais vous pouvez aussi perdre beaucoup d'argent. Pour un trader avancé, minimum $500 par jour, l'équivalent de plus de 300 000 francs CFA. Donc, un trader débutant, il teste des stratégies par-ci, par-là. Lui, il peut aller de 50 à $100. Donc, tout va dépendre du niveau du trader. En termes de pertes, pour un trader avancé, la perte, elle est minime. Elle est minime. Par exemple, pour un trader avancé qui fait $1000 chaque jour, il met un 200 ou $300 en perte. Donc, celui qui fait $1000 chaque jour, perd $100 ou bien $200, c'est insignifiant. Dans un pays comme le Mali, où le revenu reste faible et l'accès à l'emploi limité, le trading représente une opportunité de gain rapide et dématérialisé. Pas besoin de diplôme ni de bureau. Une connexion Internet et un smartphone suffisent pour commencer. C'est l'histoire de Modibo Ongoiba,
un jeune Malien qui peut être qualifié de référence en trading aujourd'hui. Ce jeune trader du haut de ses 23 ans en a parcouru du chemin. Et aujourd'hui, fort de cette expérience, s'est donné pour mission d'encadrer d'autres jeunes pour leur apporter une indépendance financière. Bon, comme tout jeune, en fait, moi, j'ai fait mes études. C'est après avoir eu le bac, en cherchant des opportunités, vu que voilà, j'étais à l'université, c'était vraiment compliqué là-bas. Et c'est après 2 ou 3 mois là-bas que, en cherchant des opportunités sur Internet, et que je suis tombé sur le trading. Au début, je pensais que c'était quelque chose de compliqué. Je pensais que voilà, il fallait être fort dans les mathématiques et tout. Mais c'est là qu'un jour, je suis tombé sur quelqu'un qui a ramené 20 000 francs CFA à 10 000 dollars. C'est là que ça m'a un peu plus intrigué. Vous allez voir, ce qui m'a motivé, c'est de voir quelqu'un qui a la même couleur peau que moi réussir dans ce domaine. Parce qu'avant, quand on parlait du trading, je pensais que c'était pour les Occidentaux. Mais voir quelqu'un dans la sous-région qui arrive vraiment à s'en sortir, je me suis dit, si lui, il a pu le faire, pourquoi pas moi? Tu n'as pas besoin d'un patron, tu n'as pas besoin de clients, c'est toi et les marchés financiers. Parce qu'à la base, moi, je suis quelqu'un de très, très solitaire. Je veux dire que c'est un des trucs qui m'a vraiment poussé à me lancer dans les trucs. Mais cette accessibilité a un revers. Aucune structure ne régule le trading en ligne. Les jeunes traders utilisent des plateformes étrangères, souvent sans connaissance juridique, ni recours en cas de litige. Pire encore, l'absence d'encadrement a ouvert la voie à des réseaux frauduleux qui profitent de la naïveté de certains pour vendre de fausses informations ou collecter de l'argent via des investissements groupés fictifs. Malgré les dérives, le trading peut représenter une réelle source de revenus pour des jeunes formés et disciplinés. Certains traders maliens affirment gagner entre 200 000 et 500 000 francs CFA par mois avec un capital de départ de 500 000 à 1 million de francs CFA. À plus grande échelle, le développement du trading pourrait favoriser l'inclusion financière, encourager l'apprentissage de la finance et stimuler l'entrepreneuriat digital. Pour un pays à l'économie largement informelle, cela pourrait être une source d'émancipation économique, surtout pour la jeunesse. Sur le Forex, vous avez environ 6 500 milliards qui changent de main tous les jours. C'est-à-dire les gens qui vendent et qui achètent. Parce que, vous savez, le pétrole, l'or, l'uranium, le coton, le café, le cacao, le lithium, le cobalt, le cuivre, tout cela se vend en dollars. Donc, pour acheter et vendre, évidemment, on vend en dollars et on achète en dollars. Donc, c'est ce qui crée ce besoin. Voilà. Mais les dangers sont réels. Perte de capital, endettement, dépendance psychologique, arnaque pyramidale sont légion. Beaucoup de débutants mal formés investissent leur économie en suivant de faux coachs en espérant faire des profits rapides. D'un point de vue économique, le trading non régulé peut entraîner des sorties massives de capitaux vers l'étranger, une dollarisation informelle de l'économie, voire une perte de confiance dans les institutions financières locales. Mais c'est une méconnaissance de la Bourse régionale des valeurs, parce que vous savez, nous avons un marché monétaire et financier dont la BRVM fait partie, c'est la Bourse régionale des valeurs. Mais vous savez, il n'y a pas énormément de compagnies qui sont cotées. Il n'y a qu'une seule compagnie malienne qui est cotée sur la BRVM, la Bank of Africa. Donc, vous voyez, la méconnaissance de ce marché fait que les investisseurs n'y vont pas. Mais je pense qu'il faut davantage dispatcher l'information sur ce marché et je pense que c'est ce que les dirigeants de la BRVM essayent de faire. Mais au niveau institutionnel et au niveau même privé, je pense qu'il va falloir amplifier déjà cette démarche pour mieux faire connaître la BRVM, où l'on peut placer de l'argent et aussi acheter des actions des sociétés qui y sont cotées, mais aussi vendre des actions parce qu'il y a un marché primaire et ensuite il y a un marché secondaire aussi. Donc les marchés ne sont pas très développés en Afrique de l'Ouest et la BRVM est évidemment en train de monter en puissance, mais évidemment il faudra en faire encore plus d'efforts de dissémination de l'information. Le trading au Mali n'est ni un miracle économique ni une arnaque généralisée. Il est ce que le pays décidera d'en faire. En l'état actuel, il oscille entre espoir et dérive, innovation et danger, liberté et anarchie numérique. C'est un outil puissant, mais comme tout outil, il doit être maîtrisé. Son cadre, c'est la jungle. Avec des règles, c'est peut-être l'avenir.
Alors que les inégalités d'accès aux soins persistent dans de nombreuses régions du Mali, une initiative technologique locale entend changer la manière dont les patients accèdent aux services médicaux. Il s'agit de la plateforme de télémédecine Kenayakura. Son promoteur propose une solution innovante, digitaliser les consultations médicales pour rapprocher les populations rurales du système de santé. Comment y parviennent-ils? On le découvre dans la Startup Innov. Au Mali, près de 70% de la population vit en milieu rural. Dans ces zones, les difficultés d'accès aux centres de santé sont bien connues. Éloignement géographique, manque de personnel médical, infrastructures limitées. C'est face à ce constat que Hamidou Walangem, entrepreneur social malien, a lancé Kenayakura, littéralement Nouvelle Santé en Bambara, une application mobile conçue pour faciliter les consultations médicales à distance. Vous savez, aujourd'hui dans nos hôpitaux, nous avons un manque de professionnels de santé, ce qui fait que beaucoup de patients attendent plus dans les hôpitaux pour pouvoir consulter un médecin, surtout un médecin spécialiste. Ça permet aux médecins d'avoir une vue sur toutes les informations médicales d'un patient grâce au dossier patient numérisé. C'est en soi une fonctionnalité qui permet aux médecins ou aux patients d'informatiser leur dossier médical. Aussi, nous avons ce volet de télé-expertise médicale qui permet à nous, nos médecins, effectivement, qui sont dans des zones isolées et qui font face à un patient qui a besoin d'une prise en charge d'un médecin spécialiste. Ça permet à ces médecins-là d'avoir ou de collaborer ou demander une expertise, par exemple, des médecins spécialistes qui est à Bamako. Plateforme déjà active, Kenayakura permet aux utilisateurs de prendre rendez-vous avec un médecin, d'échanger via visioconférence et même de recevoir des prescriptions digitales. L'application vise autant les patients que les professionnels de santé, en particulier dans les zones sous-cotées en infrastructure médicale. Pour prendre rendez-vous sur notre plateforme, c'est très simple. Il suffit au patient de se connecter avec son compte. Il est libre de faire la recherche du médecin par son nom, s'il connaît bien sûr, par sa spécialité. Ça dépend de la spécialité qu'il a besoin en fait. Et il peut faire aussi rechercher le médecin à travers la géolocalisation. Après avoir trouvé le médecin de son choix, il peut voir sur le profil du médecin toutes les informations dont il a besoin, c'est-à-dire sa spécialité, le tarif de consultation, tout en un mot. Donc en prenant rendez-vous avec le médecin, il est libre de faire trois types de rendez-vous. Il est libre de choisir trois types de rendez-vous, c'est-à-dire le rendez-vous au cabinet. Il peut prendre rendez-vous en posant le chrono sur le profil du médecin. Donc c'est le médecin qui est libre d'accepter le rendez-vous en fonction de sa disponibilité. On peut dire que ça a amélioré par rapport à auparavant, parce que déjà auparavant les médecins étaient réticents pour l'utilisation de la plateforme. Mais avec la sensibilisation et aussi avec les différentes va-et-vient dans leur bureau, donc on a essayé de les sensibiliser sur l'utilisation de la plateforme. Donc déjà avec ça, les médecins aussi font des suggestions avec leurs patients. Par contre, au Mali, l'accès à Internet reste inégal et l'alphabétisation numérique est encore un défi. La start-up a dit adapter son outil aux réalités locales. L'interface de l'application a été simplifiée au maximum, disponible en plusieurs langues nationales, et des relais communautaires ont été formés pour accompagner les usagers. Il peut y avoir plusieurs activités dans la journée et s'il faut planifier des consultations ordinaires avec des consultations des malades déjà hospitalisés, dont le médecin est obligé de faire des tracasseries. Et cette application permet aux médecins d'organiser leur emploi du temps, leur calendrier avec le malade, planifier les rendez-vous aux heures de convenance pour pouvoir consulter les malades dans le plus grand respect, en respectant l'éthique et à la déontologie médicale. Au Mali, là, s'il y a un problème, c'est un problème de communication entre les médecins et les patients. Et une communication aussi sur la santé. Donc Kenayakura est là pour nous aider sur ça. Kenayakura compte aujourd'hui plus de 295 médecins de toutes les spécialités médicales au Mali et plus de 3500 patients utilisateurs de la plateforme majoritairement à Bamako, mais également dans les localités plus isolées comme Sikasso et Kaye.
Selon son promoteur, la plateforme enregistre un taux d'utilisation de 60% avec plus de 1302 rendez-vous pris et 123 téléconsultations. Des partenariats avec des CESCOM, centres de santé communautaires, ont permis de déployer l'application sur le terrain avec le soutien d'agents de santé. Sur la plateforme, on trouve quand même toutes les spécialités, donc à savoir les généralistes et les spécialistes. Donc généralement au Mali, les spécialités les plus demandées se trouvent sur la plateforme et c'est à travers des retours des patients et médecins qu'on arrive à évoluer, à ajouter d'autres spécialités, comme récemment on a ajouté la kinésithérapie. On a la médecine générale et la médecine spécialisée, comme on a les médecins ophtalmo, voilà. On a les gynécos, les chirurgiens, les dentistes, voilà, et les dermatologues, ainsi de suite. Kenya Kura ne traite pas les cas d'urgence en fait, c'est-à-dire en cas d'urgence en fait, Kenya Kura ne traite pas cela. Et aussi il y a certaines pathologies en fait, là où Kenya Kura ne peut pas prendre ça en charge. Parce qu'il y a certaines maladies, en fait, là où les patients sont obligés de se déplacer pour venir à l'hôpital, en fait. Donc, Kenakura ne traite pas les cas d'urgence, en fait. Et aussi, il y a des zones aussi, là où la connexion n'est pas du tout facile, telles que Kidal, Tombouctou, Sévaillé, comme ça. Malgré cet engouement, la start-up ne cache pas les obstacles. La connectivité dans certaines zones rurales est encore un frein majeur, tout comme la résistance de certaines populations à consulter un médecin via un écran. Nous faisons confiance à la population malienne. Nous savons qu'ils sont conscients que leur quotidien, surtout dans les prises en charge médicales, est très difficile. Et nous faisons confiance aussi du fait qu'ils sont intelligents. Ils arrivent à appréhender les applications, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc. Ces gens-là, effectivement, souvent ont besoin d'un accompagnement. Donc, sur ça aussi, nous travaillons. Nous faisons aussi des séances de formation, d'échange, d'écoute, de communication, de sensibilisation auprès de ces acteurs-là, c'est-à-dire que ce soit les médecins, mais aussi les patients, pour les permettre à appréhender cette solution, car nous sommes sûrs et certains, et eux-mêmes, ils sont sûrs et certains que cette solution va beaucoup leur aider à avoir facilement accès à un médecin ou à la santé de façon générale. Alors que le Mali s'engage progressivement dans la transformation numérique de son système de santé, des initiatives comme Kenakura pourraient bien servir de modèle. Mais leur succès dépendra aussi de l'engagement politique à long terme, du financement et de l'implication des communautés. De nouvelles puces avancées pour smartphones, c'est le nouveau pari du géant chinois de la tech Xiaomi. Le géant de l'électronique grand public et troisième fabricant mondial de smartphones derrière Samsung et Apple rejoint ainsi avec sa puce sophistiquée baptisée Rang One le club très fermé des concepteurs de smartphones qui développent leurs propres puces haut de gamme. Une étape décisive pour le groupe dans un secteur sensible aux difficultés d'approvisionnement exacerbées par les récentes tensions commerciales. Pour le fondateur de Xiaomi, Li Jones, l'exploit pour développer cette nouvelle puce maison a nécessité plus d'une décennie de travail avec un investissement de 50 milliards de yuan, soit 6,4 milliards d'euros sur au moins 10 ans. La nouvelle puce Ring One sera dans un premier temps installée sur deux appareils phares du groupe, le smartphone 15S Pro et la tablette Pad 7 Ultra. Xiaomi démontre ainsi que la Chine franchit un nouveau pas vers l'autosuffisance dans ce secteur crucial et l'élargissement des chaînes d'approvisionnement en composants électroniques. La nouvelle puce permet à Xiaomi de réduire significativement sa dépendance à des concepteurs externes. Xiaomi n'a pas précisé quelle entreprise fabriquait sa nouvelle puce, mais M. Lei a indiqué qu'elle reposait sur la même technologie de gravure de 3 nanomètres que les dernières puces d'Apple. Tchatcher avec ses amis, leur envoyer des snaps, les appeler par appel vidéo, regarder des stories et les contenus Spotlight, voici autant de fonctionnalités qui font de l'application Snapchat l'un des réseaux sociaux préférés des jeunes. C'est un moyen rapide et amusant de partager des moments. Actuellement, l'Europe essaie de se mobiliser pour exiger la vérification de l'âge des utilisateurs par les grandes plateformes. Il s'agirait d'obliger au moment de la configuration du téléphone les utilisateurs à donner leur âge réel et à vérifier avec une carte d'identité. Objectif, protéger les adolescents. Vous l'aurez compris, Snapchat est l'application coup de cœur de Malinov ce soir. Arrivée sur le marché en 2011,
L'application de messagerie instantanée populaire Snapchat compte actuellement 850 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Cette forte utilisation est surtout constatée chez les jeunes de 16 à 25 ans. Les moins de 24 ans représentent 91% de l'audience totale à eux seuls. Cette forte utilisation de l'application par les jeunes contraint la plateforme à un défi majeur, celui de la protection des enfants. Les dirigeants politiques exercent les pressions sur l'application pour vérifier l'âge des adolescents sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un enjeu pour nous qui est extrêmement important, justement, c'est la protection des mineurs. Surtout quand on a 91% des 13-24 sur la plateforme, on a cette responsabilité-là qui est d'arriver à fournir une plateforme qui soit donc la plus safe, je suis désolé pour les anglicismes, mais possible pour les mineurs. Donc on investit énormément sur cette partie. Maintenant, notre challenge à nous et à l'industrie en général, c'est la vérification de l'âge. Face à ces pressions exercées par les dirigeants, Snapchat estime qu'il faut centraliser cette décision au niveau des magasins d'applications, que ce soit l'Android Store chez Google ou l'App Store d'Apple. L'inauguration des nouveaux locaux de Snapchat à Paris, son troisième plus grand marché mondial, a été l'occasion de revenir sur cette problématique. Donc aujourd'hui, c'est déclaratif. On n'a pas accès aux données personnelles des utilisateurs. Et donc ce qu'on essaie de pousser et ce qu'on veut également pour Snap et pour l'industrie, c'est d'arriver à être sûr d'identifier l'âge des personnes qui utilisent la plateforme. Ça peut se faire en fait d'une manière assez simple. C'est de centraliser cette décision au niveau des App Store. Que ce soit l'Android Store, l'App Store, en fait, ça permettrait d'avoir un lieu unique qui, on le ferait qu'une fois. Ce n'est pas comme les cookies où tout le monde valide sur toutes les pages. Là, au moment du setup du téléphone, on est obligé de donner son âge. À partir du moment où on donne son âge, toutes les applications sont concernées de la même manière. Depuis qu'on est arrivé en France, donc en 2016, on a cessé d'embaucher, on embauche toujours. Les équipes ont été multipliées par 4 entre 2019 et 2025. Donc on est toujours sur une croissance qui est assez forte et du coup, avec la croissance, on a besoin d'avoir des talents qui nous rejoignent. Ces bureaux ici, dans le 8e arrondissement, ils ont cette vocation-là aussi. Ils ont vocation à héberger ce centre d'excellence sur la réalité augmentée, mais ils ont aussi vocation à séduire des nouveaux talents qui veulent rejoindre Snap et pouvoir contribuer à la croissance. Snapchat est célèbre pour ses filtres et lenses en réalité augmentée qui permettent de modifier l'apparence des visages ou d'ajouter des effets animés aux photos vidéo. L'une des forces de Snapchat réside dans l'aspect éphémère des contenus et l'alerte quand quelqu'un fait une capture d'écran, ce qui en fait une plateforme aperçue comme plus privée que d'autres réseaux. Une carte interactive y existe où les utilisateurs peuvent partager leur position en temps réel et une section est dédiée au contenu de médias partenaires comme des vidéos d'actualité, des émissions, etc. Cela transforme Snapchat à une plateforme hybride entre messagerie et médias. Snapchat a intégré une IA conversationnelle basée sur ChatGPT, accessible directement depuis l'application. Elle sert d'assistant virtuel pour répondre à des questions ou tenir une conversation. Et enfin, Snapchat gagne de l'argent principalement via la publicité, les contenus sponsorisés, les links sponsorisés et récemment des abonnements Snapchat Plus. Comme toutes les semaines, on termine cette émission avec une note d'astuce. Ce soir, on parle du casse-tête des cookies. Les accepter ou les refuser, en général, vous les refusez. Mais dans ce cas de figure, pas d'accès au site. Vous êtes nombreux à faire face à des soucis quand vous naviguez sur le net. N'en voulez pas aux entreprises, ils sont obligés de faire ça depuis l'instauration du règlement général sur la protection des données en Europe. Mais la bonne nouvelle est qu'on vous donne aujourd'hui une astuce pour pallier à ces demandes incessantes et parfois énervantes. Place au développement. Depuis l'arrivée du règlement général sur la protection des données en Europe, vous pouvez voir au quotidien sur les sites que vous fréquentez des bannières de cookies qu'il faut accepter. Et c'est vraiment très pénible à chaque fois de devoir accepter ces bannières. Heureusement, une excellente application gratuite appelée Hush permet de bloquer l'affichage de ces bannières intrusives. C'est très simple à mettre en place et ça change la vie quand vous naviguez sur Internet. Une fois que l'app est installée, il suffit de se rendre dans l'application Réglages, aller dans les paramètres de Safari, puis rendez-vous dans la section Extensions et puis sélectionnez Hush. Ensuite, sur la page suivante, il suffit d'activer l'option appelée Autoriser l'extension. Maintenant, quand vous naviguez sur Safari, vous ne devriez plus avoir les bannières de cookies quand vous chargez différents sites.
C'est génial, transparent et surtout, on ne perd plus de temps à cliquer sur ces bannières pour les retirer. C'est une de ces applications magiques qui fonctionne en arrière-plan et rend l'utilisation de votre iPhone plus agréable au quotidien. Une application gratuite et indispensable à avoir sur votre iPhone, iPad ou Mac si, comme moi, vous en avez marre de ces bannières de cookies. J'espère que cela vous a aidé et à bientôt pour de nouveaux tutos. C'est la fin de ce numéro de votre émission. Grand merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. Grand merci à toute l'équipe de production et de réalisation. À très bientôt.